Bonjour Fabrice. Bonjour Yaya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis maintenant 7 ans, tu es le président du directoire de Tarkett. Tarkett, c'est une entreprise multinationale française et familiale. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Tarkett, c'est l'un des leaders mondiaux des revêtements de sol et des revêtements dits sportifs. Environ 12 000 collaborateurs dans le groupe, 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 35 sites industriels. Alors tout d'abord, je te propose qu'on parle un peu de toi. Tu rejoins Tarkett en 2008 au sein de la direction financière initialement, et 10 ans après, tu es nommé au président du directoire du groupe dans un contexte un peu particulier, puisque tu es nommé dans un premier temps ad interim et dans un contexte de fort objectif de retour à la rentabilité. Est-ce que tu peux décoder pour nous ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il passe dans ton esprit au moment où tu prends tes responsabilités ? Alors, c'est vrai que c'était une nomination dans un contexte particulier. Je n'étais pas directement passé de directeur financier à CEO par intérim, parce qu'entre-temps, j'avais pris la direction de la direction générale de notre division européenne, qui était déjà la plus grosse des BU. Mais c'est vrai que c'est toujours particulier de commencer par un intérim et ensuite de faire un processus de sélection. Donc la première chose finalement que j'avais dans la tête, c'est d'abord une fierté d'avoir été retenu au terme d'un process de sélection. Et puis j'étais reconnaissant vis-à-vis du conseil, de mes actionnaires familiaux notamment, de la confiance qu'ils me témoignaient. La deuxième chose, c'est que j'avais une forte ambition, une ambition pour Tarkett. On était dans une période où il y avait un vrai besoin de rebooster la rentabilité, mais la croissance aussi. Et donc j'avais cette ambition que j'avais à cœur de porter pour le groupe. Et j'avais une deuxième ambition plus personnelle. J'avais été directeur financier, assez brièvement en fait. J'avais dirigé une BU. Et le job de CEO est quand même un métier très différent. Donc j'avais comme ambition d'apprendre ce métier, qui est beaucoup plus intense finalement, par certains côtés, que le rôle de CFO ou de patron d'une BU, si importante soit-elle, parce qu'on représente l'entreprise du matin au soir, vis-à-vis de tous les collaborateurs qu'on croise, vis-à-vis des parties prenantes. J'ai expérimenté finalement une responsabilité différente. Peut-être une anecdote, c'est quand le CEO arrive le matin, s'il est un peu fatigué, qu'il fait un peu la tête, les gens disent « Bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'entreprise est en difficulté ?» etc. On est regardé finalement du matin au soir. Ça m'a pris un peu de temps finalement à apprendre. On parle souvent de la solitude du dirigeant, chose que tu ressens probablement pas quand tu es CFO, parce que tu fais partie, ou patron d'une BU, parce que tu fais partie d'un ensemble plus grand. Qu'est-ce que c'est que la solitude du dirigeant ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté, et comment tu échappes à la solitude du dirigeant ? Je pense que ce n'est pas quelque chose que j'ai énormément expérimenté, parce que je me suis toujours senti très soutenu, à la fois par mon équipe, les gens avec qui je travaille, et par mon conseil aussi, mon conseil de surveillance. Et donc, je dirais pas que c'est une solitude, mais plus finalement une pression permanente et une exposition permanente. Et en fait, c'est ça la différence vraiment par rapport à un job de CFO. Quand on est CFO, on participe à tout. Il n'y a pas de domaine réservé dans lequel le CFO ne soit pas impliqué. Mais on n'est jamais celui qui prend la décision en dernier ressort. Et en fait, l'intensité du rôle de CEO, c'est que du matin au soir, on est dans des instances où on travaille sur des projets avec des équipes, et à la fin, tout le monde se tourne vers vous pour faire la synthèse, prendre la décision, communiquer le feedback. C'est ça plus que j'ai ressenti, plus qu'une solitude, parce que je me suis au contraire senti toujours bien entouré, en fait, que ce soit par mon équipe ou par mes actionnaires ou le conseil de surveillance. Justement, en parlant de conseil de surveillance, Tarkett est une entreprise familiale. Qui dit familiale dit famille. Qu'est-ce que ça implique pour toi au quotidien, en tant que CEO, de travailler dans tes processus de prise de décision dans une entreprise familiale ? Je rappelle que certains membres de la famille de Coninx sont au conseil de surveillance. Donc, comment tout ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas le capitalisme familial ? Alors, c'est vrai que c'est particulier. Moi, j'aime beaucoup ça. Je ne fais pas partie de la famille. Je suis un manager professionnel. Mes prédécesseurs aussi étaient des managers professionnels.
La famille est représentée par la 3e génération au capital de Tarkett. Donc, ils sont maintenant plus jeunes que moi, en fait, mais les membres du conseil de surveillance qui représentent la famille ont une quarantaine d'années. Et j'ai développé avec eux une relation proche et une relation de confiance dans la durée. Ils jouent un rôle vraiment d'actionnaire et de membre de conseil. Donc, ils me challenge sur la stratégie, sur l'exécution, sur la performance. Par rapport à un conseil de surveillance de sociétés non contrôlées, je dirais qu'ils connaissent l'entreprise de manière plus intime. Depuis qu'ils sont tout jeunes, en fait, leurs parents, leurs grands-parents les ont emmenés dans l'entreprise. Donc, ils ont une connaissance intime de l'entreprise bien supérieure à un membre de conseil de surveillance indépendant, par exemple. Mais ça, c'est plutôt... c'est agréable parce que ça a pour conséquence que ils sont impliqués et ils connaissent bien l'entreprise. Donc, on a cette relation qui est une relation, encore une fois, où les choses sont claires. Moi, je dirige l'entreprise. Eux ont un rôle d'actionnaire et de membre de conseil. Et on a une relation très étroite. On se voit extrêmement régulièrement. Moi, je vois au moins une fois par semaine le président du conseil. Et ses cousins et cousines, je les vois aussi très régulièrement. Tu as opéré, on reviendra un peu sur les situations de marché, mais tu as opéré, si ma mémoire est bonne, il y a 1 an, à une réorganisation, une transformation significative qui visait à pousser dans les marchés, dans les géographies, apporter de la proximité en termes de prise de décision, de réactivité de l'organisation aux clients, aux collaborateurs et à l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue. Ce mouvement qui visait à aller vers de la décentralisation, puisque c'est ça dont il s'agit, qui va un peu à rebours, parfois avec certaines tentations qu'on peut avoir de vouloir chercher de l'échelle en se centralisant. Qu'est-ce qui a motivé ça ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête ? Qu'est-ce que tu cherchais à obtenir en opérant cette transformation ? Je cherchais principalement à remettre l'organisation du groupe en adéquation avec l'ADN du groupe. Et Tarkett, c'est un groupe qui est né, c'est un groupe familial qui est né après la guerre par développement organique, puis acquisition d'un certain nombre de sociétés. Il y a un ADN très entrepreneurial et très local. Par ailleurs, nos clients sont locaux. On est un groupe qui servons des milliers et des milliers de clients sur tous les continents, qui sont des entrepreneurs, des installateurs, qui ont vraiment une base très locale. Et donc, je cherchais à être en lien avec cet ADN-là. Au fil des années, comme toute organisation, bien entendu, on a cherché à mettre en œuvre des synergies. Donc, on a centralisé un certain nombre de fonctions sur les achats, sur l'excellence industrielle, sur les RH, pour avoir une gestion du groupe. Mais je pense que l'inconvénient de cette organisation, qui s'est fait sentir petit à petit, a été dans certains cas de déresponsabiliser les managers locaux et dans beaucoup de cas aussi d'alourdir les procédures de décision, d'alourdir un peu les coûts, d'alourdir le fonctionnement. Et donc en fait, j'ai voulu donner une sorte d'électrochoc en envoyant un signal aussi, en disant, voilà, en fait, moi j'ai une conviction, c'est que les meilleures décisions sont prises le plus près possible du terrain. Et donc, poussons au maximum les responsabilités et la prise de décision proche des clients, proche de nos équipes, proche de nos actifs industriels. Donc, on a vraiment dessiné une organisation beaucoup plus légère en centrale et beaucoup plus tournée vers le client. Est-ce que tu en vois déjà aujourd'hui les premiers résultats et quels ont été les difficultés ou les enseignements? C'est jamais simple de faire évoluer une organisation. Pour nos auditeurs, un peu, si tu peux partager ce chemin. L'évolution s'est bien passée parce qu'on a impliqué un maximum de personnes dans le design de cette nouvelle organisation. On s'est fait aider, accompagner pour bien entendu faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'implications des managers. Le feedback après maintenant pratiquement 2 ans de cette organisation, il est extrêmement positif parce que ça a vraiment envoyé un signal aux équipes sur le fait que le mandat que je leur donnais
était d'être le plus autonome possible. Ça a vraiment allégé un certain nombre de processus. Personnellement, ça m'a donné beaucoup plus de temps pour être proche des clients, proche des usines, d'être plus sur le terrain, parce que l'équipe, la machine corporate est plus légère. Il y a un point de vigilance très important, c'est de garder les synergies qu'on cherchait à obtenir avec l'organisation d'avant. Et donc, moi, j'ai donné le mandat à un certain nombre de personnes de l'organisation de bien faire vivre souvent des synergies bilatérales. Par exemple, on a une BU qui fait de la moquette pour les bureaux en Europe et une autre qui fait la même chose aux États-Unis. Il n'y a pas forcément besoin d'une équipe en centrale pour que ces deux business units communiquent entre elles et partagent les meilleures pratiques, partagent leurs innovations produits. Néanmoins, il faut s'assurer que ça se passe bien et que les managers de ces BU aient bien dans leurs objectifs, dans leur mandat, le fait de collaborer et d'échanger ces meilleures pratiques avec leurs collègues de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que c'est ce qui explique le succès à l'international? Parce qu'il y a un chiffre qui est frappant chez Tarkett, c'est 50% du chiffre d'affaires aux US, voire plus. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants français qui rêveraient d'avoir 50% de chiffre d'affaires aux États-Unis. Certains ont réussi, beaucoup ont échoué. Quelle est la recette Tarkett pour ce développement qui est absolument impressionnant sur le marché nord-américain? Ouais, il n'y a pas une seule recette, mais je pense qu'il y a en revanche une règle importante qu'il faut avoir en tête à chaque instant quand on travaille avec les États-Unis, c'est que nos différences culturelles sont toujours sous-estimées. Du fait qu'on parle à peu près anglais et qu'on se fait à peu près comprendre des Américains et qu'on les comprend à peu près, on a l'impression que finalement, on est tous pareils et que ça va très bien se passer. Et en réalité, on a de très très fortes différences culturelles. Nous, on l'expérimente de manière très importante parce qu'on s'est beaucoup développé par acquisition dans le marché du sport aux États-Unis. Et mon conseil me challenge à juste titre en me disant « Mais pourquoi finalement on a une telle croissance dans le sport aux États-Unis et tu n'arrives pas à répliquer ça en Europe ?» Et la raison est toute simple, c'est que culturellement, les Américains consacrent beaucoup de temps, mais beaucoup d'argent aussi, au sport de leurs enfants, notamment de leurs enfants, mais au sport qu'ils font eux-mêmes également. Et la profondeur de ce marché du sport aux États-Unis n'a rien à voir avec la profondeur du marché du sport en Europe. J'étais il y a quelques semaines, il y a 10 jours, en Alabama, dans une petite ville qui s'appelle Tuscaloosa, dans laquelle il y a une université assez réputée pour son équipe de football américain. Et j'étais à un match de football américain universitaire. Il y avait 101 000 personnes dans le stade qui était complet. 101 000 personnes dans un stade pour un match universitaire un samedi après-midi. Donc, on a vraiment à cœur d'avoir des managers locaux, de bien s'assurer du fit culturel quand on fait des acquisitions, parce que gérer des filiales aux États-Unis, c'est plus complexe, plus fin que de gérer des filiales en Europe ou en France. Et par ailleurs, je pense que les différences culturelles au sein de l'Europe sont également très fortes et on essaie de les prendre en compte également. Tu disais marchés locaux, donc somme toute un mouvement assez naturel, un ADN. Oui. Mais en même temps, tu partageais avec moi une inquiétude ou pour le moins une observation qui est que on voit émerger des volumes qui existaient, des volumes asiatiques qui se routent sur l'Europe à des prix extrêmement compétitifs qu'on a du mal à comprendre quand on connaît la structure de coût de tes produits. Donc, avec un marché dont l'intensité concurrentielle augmente significativement, comment Tarkett fait face à ce phénomène, puisqu'on parle de marché local, mais en même temps, on voit de la marchandise bouger d'Asie vers l'Europe de manière assez significative. C'est vrai. Et autant nos marchés sont locaux, autant beaucoup de nos concurrents en fait, sont aussi locaux. Autant on voit émerger ces acteurs de manière très agressive ces dernières années. Alors nous, on a plusieurs manières de se battre. D'une part, on est présent de manière très granulaire. On innerve les marchés européens par des forces de vente qui connaissent très bien nos clients
On a des usines sur place, donc on sait garantir un taux de service à nos clients. Mais il est vrai que dans certains segments, comme le segment des revêtements de sol pour l'habitat, qui est servi par la grande distribution, finalement, ce n'est pas très compliqué de produire en Asie et d'importer en Europe. Il y a peu de références, des containers, des flux assez réguliers. Et on voit arriver des produits avec des prix rendus qu'on ne comprend pas, très honnêtement, qui sont inférieurs à nos coûts de matières premières pour des spécifications, des dimensions, des volumes équivalents. Et là, on a vraiment un rôle à jouer en Europe pour faire prendre en conscience au gouvernement européen, à la Commission européenne, de l'agressivité incroyable de ces acteurs asiatiques et de la nécessité de faire appliquer les réglementations existantes, notamment en matière environnementale, mais pas uniquement. Mais les réglementations européennes environnementales sont vertueuses et doivent être appliquées, y compris dans le contrôle des importations. Et le cas échéant, on doit faire prendre conscience qu'il est nécessaire de mettre en place, dans certains cas, des barrières douanières. Moi, je ne suis pas un grand défenseur des barrières douanières. Je pense que c'est bon pour personne. Mais dans certains cas, on ne peut pas non plus laisser l'industrie européenne se faire laminer par des acteurs qui ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, qui n'ont pas la même équation économique et, in fine, qui mettent en danger l'industrie européenne. Effectivement, quand on parle de souveraineté industrielle de l'Europe, puisque c'est ça dont il s'agit, quand on parle de compétitivité de l'Europe en particulier, si on se réfère aux travaux de la commission Draghi, on parle beaucoup effectivement d'innovation, on parle de fiscalité, on parle de simplification des normes, d'unification des marchés de capitaux. Il y a un sujet dont on parle un peu moins qui est le capital humain et en particulier la capacité à attirer ou à redonner du lustre au métier de production, puisque Tarkett, c'est une entreprise industrielle. Tu produis, comme tu le disais, Europe sur Europe, France sur France, donc avec une empreinte extrêmement forte, mais avec une difficulté qui est celle de trouver suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir, je dirais, soutenir les plans de développement que tu as pour l'entreprise. Et d'ailleurs, tu me donnes un exemple récent en Allemagne qui serait intéressant de développer. Oui, tu as absolument raison. Moi, je pense que c'est vraiment un point clé pour l'industrie européenne. L'exemple en Allemagne, c'est qu'on a investi, il y a quelques années, dans une usine neuve, Greenfield, pour faire de la fibre de gazon synthétique. C'est assez technique à fabriquer. On avait plusieurs choix d'implantation. Et finalement, on s'est installé en Allemagne. Et le critère prépondérant a été la disponibilité d'une main-d'œuvre de techniciens et d'ingénieurs qualifiés, permettant d'atteindre la meilleure performance possible dans cette usine. Et on est extrêmement content de la performance de cette usine. Et cela dit, je pense qu'il y a un problème plus général, parce que c'est un problème que je vis moi en tant qu'industriel, que mes clients vivent également. Ils ont du mal à trouver des personnes qui sont prêtes à aller travailler sur les chantiers, même si c'est des postes finalement qui sont beaucoup mieux payés que la moyenne des jobs d'exécution. Ce sont des postes qui sont payés très nettement au-dessus des salaires minimums, mais ils ont du mal. Moi, j'en fais en interne, je suis connu pour ça, c'est un de mes chevaux de bataille, parce que personnellement, j'ai expérimenté finalement la vie industrielle. Tu disais, j'ai un parcours de financier, mais de financier opérationnel. Pendant les 15 premières années de ma carrière, j'étais dans des usines. Je faisais du contrôle de gestion, de la direction financière dans des usines. Et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça passionnant par la diversité des problématiques qui se posent, par la proximité qu'on a avec la valeur qui se crée. On peut toucher les produits. Également par la diversité des profils qu'on côtoie. Parce que dans une usine, il y a des gens qui sont issus d'horizons très divers, qui ont des métiers très divers. Ça, j'ai trouvé ça passionnant. Ça a été finalement un des chocs pour moi de passer de l'usine à un siège social quand je travaillais chez Valeo avant Tarkett. Donc, je pense qu'on a vraiment intérêt à promouvoir ces métiers. On a une chance incroyable en France. On a des formations d'ingénieurs et de techniciens parmi les meilleurs du monde. Mais il faut qu'on encourage ces jeunes ingénieurs, ces jeunes femmes ingénieurs à aller essayer l'usine,
à pas aller directement, immédiatement dans la finance ou les métiers tertiaires, aller voir et goûter ces métiers industriels. Et tous et toutes n'y resteront pas, mais au moins on aura promu la richesse et la diversité de ces métiers. Et alors, comment ça peut se faire, cet exercice de promotion et de valorisation de ces filières professionnelles? Il se fait beaucoup. Alors, nous, ce qu'on choisit de faire, c'est de le faire beaucoup au niveau local. Donc, d'avoir des partenariats dans chaque usine avec les écoles, que ce soit dès le collège, lycée ou les études supérieures, pour ouvrir l'usine assez tôt, finalement, aux lycéens, aux collégiens ou aux jeunes élèves ingénieurs. Ça, je pense que ça permet finalement de démystifier un peu l'usine, parce que de l'extérieur, quand on voit une usine, on ne voit rien. C'est toujours des bâtiments totalement aveugles. On n'a pas la moindre idée de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il faut, je pense, ouvrir les usines. Ça pose bien entendu des problématiques logistiques, de sécurité, etc. Mais nous, on s'attache à faire ça. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir partagé avec nos auditeurs ton point de vue et les perspectives de Tarkett. Merci, Yaya, pour cet entretien.